Tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Là, aujourd'hui, on arrive à un épisode qui est assez particulier dans la saison 1 de Charmed, parce qu'il change un peu d'ambiance par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant. On est sur l'épisode 11, qui s'appelle en version originale Fits of Clay et en français La malédiction de l'urne. Il a été diffusé pour la première fois le 20 janvier 99 aux États-Unis sur la chaîne Warner Bros. Puis en France le 8 mai 1999 sur M6, la trilogie des samedis. Donc vraiment dans la continuité directe de la diffusion de la saison, à une époque où la série commence sérieusement à installer son univers et à fidéliser son public. Et ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est qu'il arrive juste après un moment très intense avec Rex et Anna. Donc logiquement, la série aurait pu continuer sur quelque chose de très sombre, très lourd. Mais au contraire, elle fait un petit virage, elle revient sur une structure un peu plus épisode indépendant, mais avec une histoire, avec une nuance importante, parce que même l'histoire est plus autonome. On sent que les personnages, eux, ont évolué et ça change complètement la manière dont on vit l'épisode. L'histoire démarre autour d'un objet très précis, une urne égyptienne volée dans un musée qui est en réalité liée à une malédiction mortelle. Et ça, c'est typiquement le genre de scénario qu'on retrouve dans les débuts de Charmed, avec un mélange de fantastique, de mythes et d'objets maudits. Sauf que là, il y a un twist intéressant, parce que cet objet va arriver directement dans la vie des sœurs via quelqu'un que Phoebe connaît déjà. Un ancien petit ami qui s'appelle Clé, qui débarque comme si de rien n'était, avec son charme, ses excuses et surtout un énorme problème sans même s'en rendre compte. Et là, déjà, tu sens que l'épisode va jouer sur deux choses en même temps. D'un côté, le danger surnaturel avec cette urne et la malédiction qui l'accompagne. Et de l'autre, un truc beaucoup plus humain, beaucoup plus classique, qui est le retour d'un ex, avec tout ce que ça implique de doute, de sentiments, de naïveté parfois. Et clairement, Phoebe est au centre de tout ça, parce qu'elle a envie d'y croire, elle a envie de penser que Clé a changé, même si tout autour d'elle montre que ce n'est pas peut-être pas si simple. Et en parallèle, tu as aussi Prue qui est dans une situation complètement différente, beaucoup plus terre à terre, puisqu'elle doit gérer des problèmes financiers importants au niveau de la salle des ventes, ce qui est confirmé dans le synopsis officiel où on apprend qu'elle tente littéralement de sauver Buckland d'une possible faillite. Donc là encore, on voit que la série mélange le fantastique avec des enjeux très réels, très concrets. Et ça, c'est un truc qui commence vraiment à devenir une signature de la saison 1. Et puis, Piper, de son côté, qui continue son évolution avec ses pouvoirs, mais aussi dans sa vie personnelle. Et dans cet épisode, elle va essayer d'utiliser la magie d'une manière un peu plus personnelle. On va dire, notamment pour aider quelqu'un dans sa vie amoureuse. Sauf que souvent, comme souvent dans Charmed, utiliser la magie pour régler des problèmes du quotidien, ces problèmes personnels, ça ne se passe jamais comme prévu. Et ça va créer des situations à la fois drôles et un peu plus gênantes. Ce qui apporte aussi une touche plus légère à l'épisode. Et c'est ça qui rend cet épisode vraiment intéressant dans sa construction. C'est qu'il mélange plusieurs tons en même temps. Il y a du danger avec cette malédiction qui tue littéralement ceux qui touchent à l'urne. Il y a du drame avec Phoebe et son passé qui revient. Et il y a aussi des moments plus légers avec Piper.
ce qui donne un équilibre assez typique dans la série à ses débuts. Charmed teste encore ses limites entre le sérieux et le divertissement. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que même si cet épisode peut sembler plus simple en apparence, il continue à développer quelque chose d'important. La manière dont les sœurs gèrent leur double vie, entre leurs problèmes personnels, leurs relations, leur travail, et cette responsabilité magique qui ne disparaît jamais, même quand elles aimeraient juste vivre normalement. Et ça, c'est vraiment au cœur de la série. Et c'est justement parce que cet épisode mélange une intrigue surnaturelle basée sur une malédiction ancienne, avec des enjeux beaucoup plus humains, comme le retour d'un ancien amour, la confiance, les erreurs du passé et les conséquences des choix, que le résumé détaillé scène par scène va être encore plus intéressant, parce que tout va progressivement s'entremêler jusqu'à créer une situation où la magie et les émotions vont se confronter directement. L'épisode s'ouvre directement sur une scène en Égypte, plus précisément un cambriolage organisé par 3 voleurs qui cherchent une urne très ancienne, extrêmement précieuse. Et dès le début, on apprend que ce n'est pas un simple objet de collection, parce que dès que l'un des voleurs la touche, un symbole s'active et disparaît, comme si quelque chose venait d'être déclenché. Et cette scène n'est pas juste là pour faire joli. Elle sert vraiment à poser les règles de l'épisode, puisque très rapidement, une entité liée à l'urne, une sorte de gardienne, intervient et tue l'un des voleurs à distance, notamment avec une morsure mortelle, ce qui montre clairement que la malédiction est active et qu'elle punit ceux qui ont volé son objet. Quelques jours plus tard, eh ben, on revient à San Francisco, au manoir des 3 sœurs, et là, le ton change complètement. On retrouve une ambiance beaucoup plus quotidienne, jusqu'à ce que Clay, l'ex de Phoebe, fasse son entrée, et ça, c'est un élément clé confirmé dans le synopsis officiel. Il revient en ville en cherchant à se rapprocher d'elle, mais il apporte avec lui, sans le dire immédiatement, cette fameuse urne maudite. Et tout de suite, on sent que quelque chose cloche. Parce que même si Phoebe est contente de le revoir, Prue, elle, est beaucoup plus méfiante. De toute façon, Prue est toujours méfiante. Et cette opposition, pour le coup, entre les 2 sœurs va jouer un rôle important dans tout l'épisode. En parallèle, la série continue à développer les intrigues secondaires, avec Piper qui travaille au Quake, où on la voit utiliser ses pouvoirs pour gérer la situation assez simple, un serveur qui fait tomber des verres, ce qui montre une évolution importante. Elle commence à mieux contrôler son pouvoir, puisqu'elle est désormais capable non seulement de figer les gens, mais aussi de les défiger, volontairement. Ce qui est une progression confirmée dans les notes de l'épisode. Et en même temps, elle va tenter aussi d'utiliser la magie pour aider ce serveur dans sa relation amoureuse, ce qui va évidemment mal tourner. La magie ne doit pas être utilisée à des fins personnelles. Comme souvent quand la magie est utilisée pour des raisons personnelles, je vous le disais. Pendant ce temps, l'intrigue principale avance, parce que Clay tente de vendre l'urne en passant par Prue et la salle des ventes de Buckland, sans révéler bien sûr immédiatement son origine. Et ça, c'est super important, parce que ça montre qu'il est toujours dans ses habitudes de mensonge et de manipulation. Ce qui va mettre Prue dans une situation compliquée, d'autant plus qu'elle doit gérer des problèmes financiers au travail, notamment une menace de faillite qui pèse sur la maison de vente. Et là, la tension monte progressivement,
parce que les conséquences de la malédiction continuent à se manifester, notamment sur les autres voleurs impliqués dans le vol. Ce qui confirme que la gardienne de l'urne traque tous ceux qui ont participé au crime et que le danger n'est pas limité à un seul moment. C'est une malédiction active, persistante, qui suit ses victimes jusqu'à la mort. Les sœurs commencent alors à comprendre qu'elles ont affaire à quelque chose de très ancien, lié à une logique de punition. Et même si le livre des ombres ne contient pas d'informations directes sur cette gardienne, elle identifie une piste importante. La malédiction semble liée à la cupidité, ce qui est cohérent avec le fait que les victimes sont des voleurs ou voleuses. Et ça les amène à envisager une solution différente des combats habituels. Une solution basée non pas sur la destruction, mais sur un acte moral désintéressé. Et c'est là que tout converge dans la dernière partie de l'épisode, avec une confrontation où Clay est directement menacée par la malédiction. Et, et oui, et où la seule manière de survivre n'est pas d'utiliser la magie des sœurs, mais de changer son comportement, de faire un acte réellement altruiste, ce qui est assez rare dans la série à ce stade. Parce que d'habitude, la solution passe par un sort ou une confrontation magique. Alors que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus symbolique. La résolution repose donc sur cette idée, pour briser la malédiction, il faut compenser l'acte égoïste initial par un acte désintéressé, et c'est ce que Clay finit par faire, ce qui permet de stopper la menace, tout en apportant une conclusion à la fois magique et morale à l'épisode. Et en parallèle, la relation entre Phoebe et Clay trouve aussi une forme de conclusion, parce que même si elle ressent encore quelque chose pour lui, elle réalise qu'il n'a pas totalement changé, ou en tout cas pas assez pour construire quelque chose de stable, ce qui donne à l'épisode une dimension émotionnelle assez réaliste, loin du simple happy ending. Et c'est justement parce que cet épisode repose sur une mécanique assez unique dans la saison 1, une malédiction qui ne peut être brisée que par un changement de comportement plutôt que par un sort, que toute l'analyse des thèmes, de la psychologie des personnages et même du doublage français va devenir encore plus intéressante à explorer dans la suite.
Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cet épisode, et qu'on ne capte pas forcément au premier visionnage, c'est que, pour une fois, Charmed ne repose pas sur un combat classique entre le bien et le mal, mais sur une idée beaucoup plus symbolique, la punition de la cupidité. Et ça, c'est directement lié à la malédiction de l'urne, puisque la gardienne ne s'attaque qu'aux voleurs, qu'à ceux qui ont agi par intérêt personnel, ce qui change complètement la logique habituelle de la série. Parce que là, les serfs ne peuvent pas juste vaincre l'ennemi, elles doivent comprendre la règle morale derrière la magie. Et c'est là que l'épisode devient vraiment intelligent, parce que la solution ne vient pas d'un sort ou d'un pouvoir, mais d'un acte désintéressé. Ce qui est confirmé dans l'intrigue, la malédiction peut être brisée uniquement si l'équilibre est rétabli par un geste altruiste. Et ça, c'est assez rare dans la saison 1, où la plupart des résolutions passent encore par la magie pure. Du coup, toute l'histoire tourne autour de cette idée. Est-ce que Clay est capable de changer? Et là, on est clairement dans quelque chose de très humain, parce que Clay n'est pas un démon, ce n'est pas un méchant simple, c'est quelqu'un de profondément imparfait, un voleur, un menteur, quelqu'un qui agit pour lui-même, et c'est exactement ce que la malédiction vient punir. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au bout, le doute est là, même pour Phoebe, qui veut croire en lui mais qui est constamment confrontée à ses contradictions. Et ça, c'est confirmé dans plusieurs scènes où elle hésite entre confiance et méfiance. Et justement, si on regarde Phoebe dans cet épisode, on voit clairement un schéma qui va revenir souvent dans la série. Elle est attirée par des hommes compliqués, par des profils un peu dangereux, et Clay est une des premières incarnations de ça, bien avant des personnages plus importants dans les saisons suivantes. Et ça, c'est même souligné comme un détail intéressant dans les trivia de l'épisode, où son prénom en C fait écho à un motif récurrent dans ses futures relations. Je pense que vous devinez de qui on va parler dans les prochaines saisons. Et Piper, elle, apporte encore autre chose dans cet épisode, parce qu'à travers l'histoire du serveur Doug, on voit une thématique parallèle qui reflète exactement celle de l'intrigue principale. Vouloir forcer les choses, vouloir changer quelqu'un artificiellement, ça ne fonctionne pas. Son sort pour augmenter la confiance tourne mal parce qu'il est exagéré. Ce qui montre que même une bonne intention peut avoir des conséquences négatives si elle est mal utilisée. Et ça, c'est un détail hyper intéressant parce que ça fait écho à Clay. Phoebe veut croire qu'il a changé. Piper essaye de provoquer un changement assez magique chez quelqu'un. Et dans les deux cas, la série montre que le changement doit venir de la personne elle-même, pas d'une illusion ou d'un sort. Maintenant, il y a aussi des détails cachés et des subtilités que beaucoup de gens remarquent pas, comme le fait que le livre des ombres ne contient aucune information sur la gardienne de l'urne, ce qui est assez rare dans la série, parce que normalement, le livre nous donne toujours une solution claire. Et là, les sœurs doivent réfléchir par elles-mêmes, ce qui montre une évolution dans leur manière de gérer les menaces. Autre détail intéressant, la gardienne elle-même n'est pas un démon classique. Elle agit presque comme une entité neutre, une force d'équilibre, qui ne fait que punir ceux qui ont transgressé une règle. Et ça change complètement la manière dont on perçoit le danger dans l'épisode. Et enfin, si on parle de la version française,
Il y a un truc assez subtil mais important. La version française simplifie légèrement la morale de l'épisode en rendant plus explicite l'idée de bonnes actions et de rédemption, là où la version originale laisse un peu plus de place à l'interprétation, et ça se ressent surtout dans les dialogues autour de la solution, où la VF insiste davantage sur le fait qu'un acte désintéressé est nécessaire, alors que en version originale, la VO, c'est formulé de manière un peu plus indirecte. Du côté des voix françaises, on retrouve évidemment Anne Rondeleux pour Prue, Dominique Choby-Piper, ainsi que Magali Bernet pour Phoebe. Et leur travail dans cet épisode est assez intéressant parce qu'il repose beaucoup sur les émotions, notamment pour Phoebe, qui doit passer par plusieurs états très rapidement: la joie de revoir Clay, doute, peur, déception, pardon, et la version française accentue légèrement ces transitions, ce qui rend le personnage parfois plus expressif qu'en version originale. Et au final, ce qui rend cet épisode vraiment particulier de la saison 1, c'est qu'il ne parle pas seulement de magie, mais de responsabilité, de choix et surtout de changement personnel, avec une idée très simple mais très forte. On ne peut pas réparer ses erreurs avec un sort, il faut les réparer avec ses actions. Et c'est justement parce que cet épisode repose autant sur une morale humaine que sur une intrigue magique, avec des personnages qui doivent évoluer plutôt que simplement combattre, que tout ce qui entoure sa réception, son impact sur les fans et ses différences entre version originale et version française devient encore plus intéressant à explorer dans la suite. L'hiver, maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les patries à terre. Chaque hiver. Moi j'aime l'hiver, magnifique hiver, paysage glacé, les faufounes chauffées, un look d'enfer. Moi j'aime l'hiver, magnifique hiver, chez nous l'hiver c'est pas compliqué. Un peu quand même. On aime bien ça à chaque année. Alors, c'est intéressant avec cet épisode aussi, c'est qu'il a été tourné dans les conditions assez typiques des débuts de Charmed, mais avec une petite montée en ambition, notamment dans les décors et les effets, parce qu'on sort un peu du manoir pour aller vers des environnements plus variés, et ça se voit dans les lieux de tournage utilisés, qui sont tous, de mémoire, qui sont tous situés à Los Angeles, avec notamment des scènes tournées à Paramount Studios et dans des extérieurs comme Grand Hope Park, ce qui permet de donner une impression de diversité visuelle, même si la production reste très encadrée en studio. Et justement, ça joue énormément sur la manière dont l'épisode est perçu, parce que même si l'histoire parle d'Égypte, de malédictions anciennes et de mythologie, en réalité, tout est recréé en Californie avec des décors, des accessoires et des effets spéciaux qui doivent faire illusion. Et c'est là qu'on voit les limites de l'époque, parce que certaines transformations ou apparitions de la gardienne de l'urne
repose sur des effets pratiques combinés à des ajouts numériques encore assez simples, ce qui peut donner aujourd'hui un côté un peu daté, mais qui à l'époque était totalement dans les standards des séries télé. Du côté des acteurs, il y a aussi un élément important à comprendre. C'est que beaucoup de scènes avec la gardienne sont tournées avec très peu d'interactions réelles, parce que certaines créatures ou effets ne sont ajoutés qu'après, ce qui oblige les comédiens à jouer face à du vide ou des repères techniques. Ça explique pourquoi, dans certaines scènes, les réactions peuvent paraître légèrement décalées ou moins naturelles, notamment quand il y a des attaques invisibles ou des transformations. Un autre point intéressant sur le tournage, c'est le rythme de production. Parce qu'à cette époque, un épisode de série est tourné très rapidement, souvent en une semaine environ, ce qui laisse très peu de temps pour corriger ou affiner certains détails, et ça se ressent dans les petites erreurs de continuité qu'on peut repérer. Par exemple, dans la scène finale où Piper utilise son pouvoir au Quake, on peut voir certains figurants bouger légèrement alors qu'ils sont censés être figés, ce qui est un classique des effets de freeze mal synchronisés. Et il y a aussi une incohérence scénaristique assez intéressante qui a été révélée par les fans. C'est le fait que Clay semble connaître des informations sur la vie de Prue qu'il ne devrait pas logiquement avoir, notamment son travail à la salle des ventes, alors que Phoebe n'est pas censée avoir été en contact avec lui depuis longtemps, ce qui montre qu'à cette époque, la continuité entre les épisodes n'est pas encore parfaitement maîtrisée. Dans les petits détails cachés du tournage, il y en a un assez amusant qui concerne directement l'actrice Alyssa Milano, Phoebe Halliwell, où on peut apercevoir son tatouage réel à l'épaule, dans une scène, alors qu'il n'est pas censé être visible dans la continuité du personnage, ce qui est typiquement le genre de détail qui passe inaperçu à la première diffusion, mais que les fans remarquent avec le temps. Et du côté casting, il y a aussi des connexions intéressantes en coulisses, notamment avec certaines acteurs et actrices invités qui avaient déjà travaillé avec les actrices principales avant Charmed, comme Stacey Hayduk, la gardienne, ou encore Christine Rose, ce qui montre que la série s'appuie aussi sur un réseau d'acteurs déjà connus dans le milieu, ce qui facilite la direction de jeu et la cohésion sur le plateau. Une autre anecdote assez révélatrice qui concerne l'écriture de l'épisode, parce qu'il a été écrit par plusieurs scénaristes en même temps, ce qui est assez fréquent sur la série à ses débuts, et ça peut expliquer certaines variations de ton ou certaines incohérences, mais aussi le fait que l'épisode mélange thèmes en parallèle: la malédiction, la relation de Phoebe, l'histoire de Piper au Quake, ce qui donne parfois une impression de densité, mais aussi de dispersion. Et enfin, un détail intéressant sur la réception de l'épisode à l'époque, c'est qu'il a réuni environ 5,7 millions de téléspectateurs au total, ce qui est un peu en dessous de certains épisodes précédents, et ça peut s'expliquer justement par son ton un peu différent, moins centré sur un affrontement direct et plus sur une morale, ce qui a parfois divisé les fans. Et au final, ce qui ressort vraiment de toutes ces coulisses, c'est que cet épisode est un mélange assez révélateur de ce qu'était Charmed à ses débuts, une série encore en construction, avec des moyens limités, des petits défauts techniques, quelques incohérences, mais aussi une vraie envie
de raconter des histoires différentes, d'explorer autre chose que le simple combat magique. Et c'est justement ce mélange entre imperfection et ambition qui lui donne ce côté un peu brut, mais aussi très authentique. C'est précisément parce que cet épisode montre autant les limites, pardon, je vais y arriver, techniques de l'épisode que les choix créatifs de la série, entre effets spéciaux, écriture multiple et jeux d'acteurs sous contrainte, que tout ce qui concerne la version française, le doublage, les adaptations et les différences de perception entre version originale et VF devient encore plus intéressante à explorer pour comprendre comment cet épisode a été vécu différemment selon le public. Alors, pour cette avant-dernière partie, il faut être transparent, car il n'existe aucune source fiable publique qui documente en détail le doublage français de cet épisode, la malédiction de l'urne. Donc ici, on va s'appuyer uniquement sur des faits établis, vérifiables et reconnus sans extrapolation. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que la version française de la série a été réalisée pour sa diffusion sur M6 à partir de l'année 1999, période durant laquelle des séries américaines étaient systématiquement doublées en studio en France. Avec une méthode très standardisée, les comédiens enregistrent leurs répliques en solo, dirigés par un directeur artistique, en respectant une contrainte majeure qui est la synchronisation labiale, c'est-à-dire faire correspondre le texte français au mouvement de bouche des acteurs à l'écran. Dans cet épisode, on retrouve bien les voix françaises principales officiellement créditées de la série, Anne Rondeleux pour Prue, Dominique Choby pour Piper et Magali Barnet pour Phoebe. Des comédiennes qui ont assuré une continuité vocale sur la majorité de la saison 1, ce qui est confirmé par les bases de données de doublage et les crédits de diffusion télé. Un point important et vérifiable à l'écoute, c'est que l'adaptation française respecte globalement le sens de la version originale, notamment sur les éléments clés de l'intrigue, la malédiction liée à l'urne, la notion de punition des voleurs, la nécessité d'un acte désintéressé pour briser le sort. Il n'existe pas de preuve fiable que la VF modifie fondamentalement la logique de l'épisode. On est donc sur une traduction fidèle dans son intention globale. En revanche, comme dans tout doublage, il y a des adaptations obligatoires liées à la langue, notamment pour tenir dans le timing des répliques ou pour simplifier certaines formulations. Mais ça reste dans des pratiques normales et documentées de doublage audiovisuel. Condenser une phrase, reformuler une idée ou ajuster un ton pour que ça sonne naturel en français. Concernant les erreurs
de la version française, il faut être précis. C'est pareil, il n'existe aucune source fiable recensant des erreurs spécifiques de doublage pour cet épisode 11, que ce soit les bases de données, les archives ou les analyses reconnues. Donc, on ne peut pas affirmer qu'il y a de fautes précises sans tomber dans l'interprétation ou l'avis personnel. Et ça, on l'évite. Ce qu'on peut dire en revanche, et qui est documenté de manière générale sur le doublage des séries à cette époque, c'est que les contraintes techniques, enregistrement séparé, délais courts, adaptation rapide pour la diffusion télé, peut entraîner des variations légères dans le rythme ou l'intensité des dialogues. Mais ce n'est pas spécifique à cet épisode. C'est une réalité globale du doublage télévisuel des années 90. Enfin, il faut aussi rappeler que la VF de Charmed a joué un rôle énorme dans le succès de la série en France, notamment grâce à la stabilité du casting vocal et à une adaptation fluide qui a permis au public francophone de s'approprier les personnages sans rupture, ce qui explique pourquoi encore aujourd'hui, beaucoup de fans associent directement ces voix aux sœurs Halliwell. Au final, pour cet épisode 11, on est sur une version fidèle, standard pour son époque, sans trace documentée d'erreurs majeures, mais avec toutes les contraintes classiques du doublage télévisuel, adaptation, synchronisation et recherche d'équilibre entre naturel et fidélité. Et c'est justement parce que cette version française reste fidèle tout en étant façonnée par les contraintes de son époque, que la manière dont l'épisode a été reçu par les publics en France, comme aux États-Unis, devient essentielle pour comprendre son véritable impact. Let it storm, let it thunder. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. Days may be cloudy or sunny, but I'm with you, baby. I'm with you, rain or shine. Come rain or come shine. Maintenant, sur la réception, il faut comprendre un truc important. Cet épisode n'a pas marqué les esprits de la même manière que d'autres épisodes de la saison 1, notamment ceux avec des enjeux plus forts ou des antagonistes plus mémorables, et ça se ressent aussi dans les critiques disponibles, qui restent assez neutres, sans véritable note ni engouement particulier. En gros, c'est un épisode considéré comme correct, mais pas incontournable. Et ça s'explique assez facilement quand tu regardes sa construction. On est sur un épisode plus autonome, avec un antagoniste ponctuel, la gardienne de l'urne, qui n'a pas d'impact sur un personnage qui ne revient pas ensuite. Donc forcément, l'épisode a moins de poids narratif que ceux qui développent les arcs principaux. Mais là où il reste intéressant, c'est dans ce qu'il apporte à la série sur le fond. Parce que comme on l'a vu, il a introduit une mécanique différente, une résolution basée sur un acte moral plutôt que sur un combat magique. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir plus tard dans Charmed, même si c'est encore assez simple dans son exécution. Autre point important, cet épisode montre clairement l'évolution des personnages, notamment Piper, qui commence à mieux contrôler son pouvoir. Elle est capable de figer et de défiger à volonté. Et ça, c'est une étape clé dans la progression
de son personnage dans la saison 1. Donc même si l'épisode n'est pas marquant en tant qu'histoire, il reste utile dans la construction des personnages. Et au final, ce qui ressort vraiment dans cet épisode quand tu prends du recul, c'est qu'il représente parfaitement ce qu'était Charmed à ses débuts. Une série en train de tester ses idées, d'explorer différents types d'histoires, parfois plus légères, parfois plus morales, avec des résultats inégaux, mais toujours avec cette base solide qui va permettre à la série de grandir par la suite. Et ça, ce qui est important à retenir, même un épisode considéré comme mineur participe à construire l'identité de la série, à poser ses règles, ses thèmes, ses personnages. Et sans ces épisodes-là, Charmed n'aurait pas eu la même évolution. Merci de m'avoir écouté. C'était Brian pour le podcast Charmed, l'envers du sortilège. À la semaine prochaine.